Ah, voilà. Bonjour à tous et bienvenue à cette 50e émission, cette 50e live Alliance Éco. Alors ce soir, je fête ma 50e Alliance Éco avec un verre d'eau parce que si jamais ma femme me prend avec un whisky en main, je me fais écrabouiller. Elle qui veille à ma santé, alors ma petite chérie, tu vois, regarde, c'est de l'eau, je te jure, c'est de l'eau. Enfin voilà, on va quand même dignement fêter les 50 émissions de Alliance Eco. Je suis absolument épaté moi-même d'avoir réussi à faire 50 émissions. Et donc, je vous remercie évidemment tous de votre présence, de votre fidélité, de votre loyauté. Bref, je vous aime. Voilà, c'est très simple. Merci, merci, merci d'assister et de me faire des commentaires. Alors, première chose, je vais aller dans les commentaires pour vérifier, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout va bien? Bonsoir François, et à ta santé. Bon, JC l'optimiste, j'ai donc compris que je suis entendu aussi. Merci à vous. Et voilà, 17 sur 17. Super, merci infiniment. Alors, sans plus tarder, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, on va parler de quelque chose. Oui, ah oui, j'oublie toujours, j'avais promis de donner le cours de l'or tous les 15 jours. Eh bien, le cours de l'or n'a pas fondamentalement beaucoup bougé il y a 2 semaines, puisqu'il était à 3617,21 euros l'once il y a 2 semaines, et aujourd'hui, il est à 3615,20 euros. Donc, pour le plaisir, j'ai fait les calculs, donc c'est 1,01 euros en baisse, soit 0,05%. Donc c'est rien du tout, il est d'une stabilité extraordinaire, mais je vous garantis que ça ne va pas rester comme ça. Ça, c'est tout à fait certain. Est-ce qu'il va aller vers la hausse? Est-ce qu'il va aller vers la baisse? Je dirais, pour révéler le tout, c'est qu'il y a 1% de chance qu'il baisse et 99% qu'il hausse et qu'il monte d'ailleurs très 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 fort dans les mois ou les semaines plutôt qui vont venir. Alors, ceci étant dit, maintenant que vous avez les cours là devant vous, de quoi est-ce qu'on va parler? Peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, il y a une décision de tous les dangers qui est prise à la Fed aujourd'hui. Jérôme Powell et ses collaborateurs, donc Jérôme Powell, c'est le gouverneur de la Fed, doit prendre une décision extraordinairement lourde de conséquences. C'est une décision qui a l'air de rien. Voilà, la décision c'est est-ce que nous maintenons le taux directeur de la Fed à 4,25% ou est-ce qu'on le fait descendre de 0,25%? Et pour beaucoup de non-initiés, se dire, bon, 0,25%, c'est quand même pas grand-chose. Si, c'est énormément, parce qu'il faut savoir que 0,25% sur la dette américaine, par exemple, ne fût-ce que baisser le taux de la dette américaine de 0,25%, eh bien, ça fait, calculer avec moi, ça fait à peu près 380 divisé par 4, donc ça fait pas loin de 9,5, donc ça veut dire 95 milliards de dollars à payer en moins sur la dette américaine. 0,25%. Voilà. C'est quand même pas rien. Bon, donc c'est vraiment très important parce que je vous ai déjà expliqué, je crois, de nombreuses fois que le taux directeur, c'est ce qui donne le pouls, c'est ce qui donne la respiration à l'économie. Plus le taux est bas, plus le crédit est bon marché. Plus le crédit est bon marché, plus les investisseurs peuvent investir facilement parce qu'ils n'ont pas la crainte que leur croissance va être inférieure au taux de crédit demandé. Donc on investit plus, donc on crée de l'emploi. Donc l'économie va mieux et plus dynamique quand le taux de directeur baisse. Par contre, c'est un ralentisseur si le taux monte. Alors pourquoi est-ce que ces 0,25% sont aujourd'hui une décision de tous les dangers? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite
après cette planche-ci, je vous le promets. La possibilité pour Jerome Powell, il y en a 4 en fait, mais je n'en ai cité que 3. La première, c'est une hausse des taux directeurs. C'est totalement hors de question, puisque aujourd'hui, le taux directeur contient à peine l'inflation américaine. S'il hausse les taux, oui, ça risque de contenir un peu plus l'inflation, mais c'est promettre une baisse de l'économie américaine qui a grandement besoin, et vous savez comme moi, qui a grandement besoin de pouvoir respirer et de se développer, et vous savez comme moi que Donald Trump est en train de hurler après Jérôme Powell pour que celui-ci baisse les taux directeurs, justement pour donner de l'oxygène à l'entreprise américaine, c'est-à-dire à l'économie américaine. Donc il est clair qu'une décision de hausse des taux me semble complètement hors de question ce soir. Alors nous sommes aujourd'hui, il est 20h, 20h et quelque chose. À Washington, il est 6 heures de moins, donc ça veut dire qu'il est 14 heures. Cet après-midi, la décision va tomber, donc je suis 6 heures avant cette décision, et je vais donc parler ce soir que de prospective et non de faits établis, puisque la décision n'est pas encore connue. Il faut savoir que la décision va être prise aujourd'hui, que Jérôme Powell va faire donc un discours qui sera énormément regardé dans le monde entier ce soir ou au plus tard demain matin, annonçant la décision de la Fed. Ce sera certainement ce soir que ce discours aura lieu. Donc c'est tout un cérémonial, mais aujourd'hui c'est vraiment le jour de tous les dangers, et on va voir pourquoi. Alors quelles sont les 3 autres possibilités de décision que Jérôme Powell et son équipe pourraient avoir? La première, c'est une baisse du taux directeur de 0,25%. Donc ça, c'est une décision potentielle. Une autre décision, c'est un maintien du taux actuel à 4,5%, ou 4,25%, je crois, c'est 4,25%. Je me suis trompé, il y a un 2 qui est resté accroché dans mon écran là. Donc 4,25%, donc ça voudrait dire qu'on maintient le statu quo. Et la troisième décision, ce serait une baisse du taux de 0,25%, mais dans le discours, une espèce d'avertissement, d'inquiétude à propos de la stabilité financière des États-Unis. Et on va voir quelles sont les conséquences de ces 3 décisions. Alors, parlons tout de suite de la première conséquence. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ceci ne sera pas un live très 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 long, parce que je vais rester extrêmement concentré et ne pas vous inonder d'informations. Donc, ce ne sera pas très long, je vous promets que ça durera moins d'1 heure en tout cas. Donc, première décision, baisse de 0,25% du taux directeur. Quelles sont les conséquences potentielles de ces décisions? Si le taux directeur baisse de 0,25%, je viens de vous dire que le taux actuel contient même pas tout à fait l'inflation aux États-Unis. 0,25% va relancer l'inflation. Ça, c'est absolument certain. Et si ça fait relancer l'inflation, ça va faire baisser le dollar. Ça, c'est tout à fait certain. Bon. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une baisse du dollar? Parce que le taux est de 0,25%. Mais il faut comprendre que une monnaie est attractive pour les étrangers si elle offre un taux d'intérêt intéressant. Aujourd'hui, avoir un taux de 4,25 ou 4,5%, c'est très intéressant. Je veux dire, si vous avez de l'argent et qu'aujourd'hui vous voulez investir dans une assurance vie qui vous rapporte péniblement du 2,5%, vous préférez peut-être investir dans du dollar qui rapporte du 4,25%. Mais évidemment, si le taux chute, automatiquement ce dollar devient moins attractif et donc il va baisser dans les taux de change. Et donc, une baisse du dollar va entraîner mécaniquement une hausse du prix de l'or, peut-être pas énorme, mais en tout cas une hausse du prix de l'or. Pourquoi? Parce que l'or est une monnaie de réserve, le dollar est encore et toujours considéré
comme une monnaie de réserve. C'est de moins en moins le cas parce qu'il y a de la dédollarisation, bien évidemment, mais c'est encore et toujours une monnaie de réserve. Et donc, quand la valeur de la monnaie de réserve descend, ben, mécaniquement, le prix de l'or, l'autre valeur de réserve, va monter. Il est évident que si le taux directeur baisse, les détenteurs de dollars vont plutôt avoir tendance de vendre leurs dollars, puisqu'il est moins intéressant, et de mettre le produit de cette vente dans autre chose. Et cette autre chose peut très bien être, ce sera certainement en grande partie dans de l'or. Donc, quand je parle des détenteurs de dollars, je parle évidemment de institutionnels et d'États. D'accord ? Regardez la Chine qui possède encore 874 milliards de dollars en réserve de dollars. Eh bien, c'est vrai que placer ces dollars avec moins d'intérêt, peut-être qu'il va vouloir aller faire autre chose et vendre des dollars contre de l'or, par exemple. Une des choses qui risque très très fort de se passer, c'est que, évidemment, comme on est dans la dédollarisation, eh bien, cette baisse du dollar, la baisse de l'attractivité du dollar, risque d'augmenter la dédollarisation, d'accélérer la dédollarisation. Et donc, s'il y a moins de dollars qui circulent dans le monde, eh bien, ça va créer non seulement une inflation aux États-Unis, mais ça va surtout faire hausser le prix de l'or. Une chose qui est très très importante, je ne vais pas en parler ce soir parce que ça mérite un live à lui tout seul, c'est le Japon. Je vous ai parlé du carry trade du Japon, et ça c'est très 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 important. Le Japon, non, je vais reprendre quelques chiffres. 29% de la dette totale des États-Unis est achetée par des pays étrangers qui gardent ces dollars, c'est-à-dire ces bons du Trésor, en réserve. De ces 29%, plus d'un quart est détenu par le Japon. Pourquoi est-ce que le Japon a tellement de dollars? Excusez-moi. Ben, tout simplement parce que au Japon, le yen est maintenu bas depuis 30 ans et les taux d'intérêt jusqu'à quelque temps étaient pratiquement zéro. Donc que faisaient les Japonais qui n'ont pas de système de sécurité sociale comme nous? Eh bien, ils empruntaient des millions et des millions de yens à leur banque, ils transformaient ces yens en dollars et ils allaient investir ces dollars aux États-Unis. Et ils investissaient dans quoi? Généralement dans deux choses, soit des bons du Trésor américain, d'où l'énorme quantité de bons du Trésor qui sont détenus par le Japon, et dans Wall Street, c'est-à-dire dans la bourse américaine. Et comme il y avait un énorme afflux du capitaux japonais à Wall Street, c'est ça qui artificiellement a fait monter les valeurs des actions de la bourse américaine bien au-delà de ce qui est raisonnable. C'est donc une bulle complètement liée à un excédent de demande et une offre qui n'est jamais que celle des entreprises. Et donc, par conséquent, le prix des actions a incroyablement monté. Mais maintenant, si le dollar baisse de 0,25%, eh bien, ça va rendre le dollar moins attractif pour les Japonais, d'autant plus qu'entre-temps, la Banque du Japon a augmenté les taux directeurs, ces taux directeurs, à peu près de 25%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si le dollar diminue, c'est un nombre incroyable de dollars qui vont être revendus par les Japonais pour acheter plutôt du yen, parce que les Japonais sont très 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 fiers de leur pays, et donc ils achètent le Japon à pratiquement 95% de sa dette qui est achetée par les Japonais. Bon. Et donc par conséquent, ils vont vendre des dollars moins attractifs parce que le taux de change entre le yen et le dollar est en train de changer, il y a de moins en moins de marge, et si en plus il y a de moins en moins de marge d'intérêt entre ce qui est offert au Japon et ce qui est offert aux États-Unis, ben c'est clair que les Japonais vont nettement moins acheter
acheter de bons du Trésor et acheter Wall Street. Et Wall Street a terriblement peur de ça, puisque je rappelle que la somme que les Japonais ont l'État japonais possède 1920, je crois, milliards de dollars de bons du Trésor américain, mais les Japonais, eux, en possèdent 3000 milliards. Donc au total, presque 5000 milliards de biens, d'actifs américains. Vous imaginez ce qui se passerait si 5000 milliards tout d'un coup sont dumpés sur le marché. C'est la crise assurée aux États-Unis et c'est encore plus la crise assurée chez nous. Donc ces 0,25% de baisse pourraient entraîner des conséquences absolument catastrophiques pour les États-Unis. Et c'est pour ça que je dis que c'est une décision de tous les dangers. Bon. Troisième chose importante, s'il y a une baisse 0,25, c'est que les taux réels, c'est-à-dire le taux d'intérêt moins l'inflation, est donc en baisse, ce qui veut dire qu'en réalité, le dollar, ça va aussi entraîner une baisse du dollar, donc une baisse du pouvoir d'achat. Tout ça, c'est évidemment très bon pour l'or. Vous voyez que rien que ces 0,25%, ça pourrait déjà entraîner une hausse de l'or dès demain, peut-être faible, mais je garantis, je suis absolument certain que demain, l'or va monter si la décision est de prendre une baisse de 0,25%. Vous allez voir que dans les deux autres décisions, l'or va encore monter plus. Donc c'est vous dire qu'ici déjà, je suis absolument certain de mon fait. Demain, je suis pratiquement certain que l'or va monter. Il ne va pas flamber, mais il va monter. Ça, c'est sûr. Et donc, vous voyez donc les 4 conséquences possibles d'une baisse de 0,25%. Donc c'est la baisse du dollar, c'est une dédollarisation accélérée et avec en filigrane un danger énorme, une épée de Damoclès qui est le carry trade japonais qui va encore plus diminuer. Donc c'est autant d'argent qui va ressortir de Wall Street. Les gens vont vendre leurs actions américaines, vendre des bons du Trésor, et ils vont les vendre à perte parce qu'il n'y aura pas assez d'acheteurs. Donc par conséquent, c'est une chute de Wall Street qui potentiellement peut apparaître avec une baisse de 0,25%. Vous comprenez bien que ce n'est pas une décision facile à prendre pour Jérôme Powell et son équipe, parce qu'ils doivent vraiment mesurer toutes les conséquences, tous les risques. Et évidemment, ce sont des risques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exactement savoir dans le futur, même le futur proche, demain, quelle sera la réaction des pays étrangers à une baisse de 0,25%. Pour les États-Unis et les Américains, ce serait une excellente décision. Pour l'économie américaine, oui, mais il y a des conséquences en fonction du fait que presque 30% de la dette américaine est détenue par des étrangers et que ceux-ci ne vont pas voir d'un bon œil que leur revenu sur le dollar va diminuer. Donc, première conséquence d'une baisse de 0,25%. Passons maintenant à la deuxième décision possible. Je vois ici la Fed qui génère des milliards de dollars à partir de rien. Oui, on est bien d'accord, mais entre-temps, c'est quand même une décision énorme et politiquement, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Deuxième décision, maintien du taux. Quelles pourraient être les conséquences d'un maintien du taux? Eh bien, très honnêtement, tout le marché américain s'attend et attend avec impatience une baisse du taux directeur de la Fed au minimum de 0,25%. Et d'ailleurs, toutes les hausses, les dernières hausses de la bourse américaine dans les dernières semaines était due au fait que le marché, dans son ensemble aux États-Unis, est sûr qu'il y aura une baisse de 0,25%. Donc si la baisse ne se fait pas, si Powell décide de ne pas baisser les taux directeurs, je peux vous assurer une chose, c'est que Wall Street va connaître un mini-crash, parce que ça veut dire que l'économie va rester comme elle est maintenant, voire peut-être même ralentir un petit peu. Et en tout cas, sur le marché des actions,
ça va être cata parce que beaucoup de gens qui ont ces actions vont dire bon ben je vais tout de suite vendre tant qu'elles sont encore au plus haut parce que je sais qu'elles vont baisser vu que l'Amérique ne va pas progresser grâce à ces 0,25% de baisse du taux directeur. Même chose pour les obligations à taux faible. Il faut bien se rendre compte que quand une obligation donne moins d'intérêt que l'intérêt aujourd'hui affiché, donc c'est-à-dire 4,5 ou 4,25%, ces obligations à 0,15, 0,20, 1%, qui ont encore des durées de maturation assez longues, de 6, 7, 8, 10 ans, une obligation, c'est un papier qui dit que l'État va vous rembourser dans X temps, c'est indiqué dans l'obligation. On a des obligations à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Donc toutes ces obligations à taux faible, elles vont perdre de la valeur encore plus, parce qu'on s'attend évidemment à du 0,25% de baisse, et si cette baisse ne se fait pas, il ne faut pas oublier que les marchés anticipent quand même quelque chose, les marchés anticipent une certaine baisse, donc dans les prix qu'ils demandent pour racheter des vieilles obligations à taux inférieur, ils anticipent cette 0,25 de baisse. Si ça ne se fait pas, évidemment, ces obligations vont encore plus crouler dans les prix, puisque c'est la même chose. Je me rends compte que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris, parce que je vois ça aux réactions de personnes et de questions qu'on me pose par mail. Pourquoi une obligation baisserait-elle le prix d'une obligation? Alors, je prends une chose. Une obligation, c'est un papier, une obligation d'État bien évidemment. Une obligation d'État, c'est un papier qui dit, voilà, cher monsieur, chère madame, moi, l'État de tel pays, je vous rembourse 1000 $, puisque cette obligation a une valeur nominale de 1000 $, je vous rembourse 1000 $ dans 10 ans, et chaque année, je vous paye X% d'intérêt sur ces 1000 $. Voilà. Donc, si il y a 5 ans, j'ai acheté une obligation qui vaut nominalement 1000 $ et qui me rapporte 1,25%, je sais que je vais avoir 12,5 $ chaque année en intérêt sur ces 1000 $. Et puis tout d'un coup, maintenant, ici, là, en décembre 2025, le même État américain en l'occurrence dit « Cher monsieur, si vous achetez une obligation chez moi de 1000 $, je vais vous payer 4,5% d'intérêt par an, soit 45 $. Alors vous vous dites, attendez, moi j'ai une obligation qui me rapporte que 12,5 $, et tout d'un coup j'en ai une qui rapporte 45 $. Bon, je vais vendre mon obligation de 1000 $ qui va rapporter 12,5 et je vais la vendre dans le marché. Quel est l'idiot du village qui va acheter une obligation à 1000 € nominal qui rapporte du 12,5 alors qu'il peut acheter pour le même argent une obligation qui lui rapporte 4,5? Personne. Donc ça veut dire que si je veux vendre mon obligation qui ne rapporte que 12,5, l'acheteur va faire un calcul à rebours. Il va dire, si j'achète cette obligation, à quel prix en dessous de 1000 je l'achète, pour que à partir de ce prix-là, 1,25%, puisque c'est toujours 1,25% de rentabilité, 1,25% sur encore 4, 5, 6 ou 7 ans, me donne en réalité une rentabilité de 4,5 par an. Donc on va baisser le prix, on va baisser le dénominateur pour avoir un résultat équivalent à 4,5%. C'est pour ça qu'une obligation ancienne, à un taux moindre, va chuter dès que les taux montent. Est-ce que c'est compréhensible, ça? J'espère que oui. J'espère que mon explication est compréhensible. Donc, toutes les obligations à taux faible qui sont aujourd'hui vendues et achetées par des gens qui ont
anticiper une baisse de 0,25%, ces obligations-là sont vendues, je cite un chiffre comme ça au hasard, on va dire 820 euros. 820 dollars. Donc l'acheteur va me payer 820 dollars une obligation qui nominalement vaut 1000 dollars et qui rapportera 1000 dollars à l'échéance, on est d'accord, mais qui ne donne que 1,25% d'intérêt. Si l'acheteur a anticipé 0,25 de baisse, il dit ok, je vous l'achète à 820. Si tout d'un coup cette baisse de 0,25 ne se fait pas, il a dit zut, je me suis trompé, j'aurais dû l'acheter à 800 et pas à 820. Donc c'est pour ça que toutes les obligations qui à taux faible, qui sont aujourd'hui en vente, eh bien, vont encore chuter de prix parce que Powell n'a pas donné les 0,25%. Et donc, qu'est-ce qui va aussi se passer? C'est que s'il maintient des taux aussi hauts, quel est le signal? Donc ça c'est la troisième conséquence. Quel est le signal qu'il donne au marché? Il dit, je maintiens le taux haut parce que je n'arrive pas à contenir l'inflation. Mais si je n'arrive pas à contenir l'inflation, ça veut dire que le risque que l'inflation augmente encore dans le futur augmente. Et donc, pour les futures obligations qui vont sortir, que l'État américain va sortir, les acheteurs vont dire, oui, mais attendez, moi j'ai un risque supérieur, donc par conséquent, je vais demander un taux d'intérêt encore plus élevé pour les nouvelles obligations. Et là, on joue au jeu du chat et de la souris, parce que si le taux des nouvelles obligations augmente encore, vous comprenez bien que le prix des anciennes obligations va encore baisser plus. Donc, comme on parle quand même de 38 trilliards de dollars de dettes qui doivent être complètement rééchelonnées de cette façon-là, vous comprenez bien que ça va créer un certain désordre, pour pas dire une panique. Bon. Et donc, quelle va être la conséquence instantanée d'un maintien des taux? Ça a déjà été calculé. C'est que l'or va exploser de 10 à 15% en quelques semaines. Le prix va monter instantanément, parce qu'en quelques semaines, c'est presque instantané, d'accord? Donc, pour l'or, la décision de maintenir le taux sera une excellente chose, en tout cas pour le prix de l'or, parce qu'en réalité, maintenir le taux à 4,5%, c'est dire au marché, moi, Powell, je n'ai pas réussi à contenir l'inflation. Et il y a de fortes chances que ça soit le cas, qu'il n'ait pas maintenu l'inflation. Je n'ai pas dit que ce soit de fortes chances qu'ils disent je maintiens le taux. Ça, c'est sa décision, je ne peux pas savoir. Mais il est tout à fait certain que l'inflation n'est pas maîtrisée aux États-Unis et que une des raisons, c'est quoi? C'est que Donald Trump, aujourd'hui, ayant besoin de sous pour relancer l'économie, qu'est-ce qu'il cherche comme sous? Il a les droits de douane qu'il a déjà ôtés à la Chine, je ne sais pas si vous le savez. Donc il a les droits de douane qui rentrent, mais surtout il continue à faire fonctionner la planche à billets à mort parce qu'il diminue les impôts des entreprises, il diminue les impôts des particuliers, et quand on diminue les impôts, c'est moins de recettes pour l'État, donc il faut bien compenser ces pertes de recettes par quelque chose, même si on essaye de faire énormément d'économies au sein de l'État. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui les démocrates ont fait absolument pour limiter les dégâts et continuer à pouvoir dépenser comme des fous. Malheureusement, même Trump, qui est président des États-Unis, il est obligé de tenir compte un petit peu quand même de tout ce qui se passe au niveau du Congrès et de la Chambre des représentants. Et donc, par conséquent, le pauvre, il est un peu acculé à faire fonctionner la planche à billets, ce qui augmente évidemment l'inflation, puisque plus on ajoute des dollars dans le système, plus les prix montent, donc plus l'inflation augmente. Il est quand même il a augmenté la dette des États-Unis depuis qu'il est président de pratiquement 1000 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme. Voilà. Je sais que c'est pour la bonne cause. Moi, personnellement, je ne lui en veux pas. Les démocrates, évidemment, vont utiliser ça pour dire c'est un président incapable, il fait qu'augmenter l'inflation. Mais entre-temps,
il faut bien faire bouillir la marmite, comme disait l'autre. Bon. Donc, voilà. Ça, ce serait les conséquences d'un maintien du taux avec un discours très ferme en disant voilà, bang, 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 je maintiens parce que si, etc. Et ça va marcher, et pour ça, et blablabla. Donc, ça, un ton docte et militaire, ce serait très très bien pour faire passer la pilule. Quelle serait la troisième décision? Et ça, c'est la plus catastrophique pour les États-Unis. C'est de dire je baisse de 0,25%, mais dans mon discours, je tiens à signaler que ma préoccupation concernant la stabilité financière des États-Unis, blabla, etc., ça, ce serait absolument la catastrophe totale, parce que c'est dire de façon non exprimée que le système est en danger mortel. Or, le système est en danger mortel. Il est en danger mortel, c'est tout à fait évident. Aujourd'hui, les cours de bourse à Wall Street sont totalement irréalistes, c'est complètement surévalué. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils sont surévalués? Tout simplement parce qu'on continue à demander des actions à Wall Street. Et ces actions viennent... Pourquoi est-ce que cette demande est là? Tout simplement parce que, justement, la pompe Afrique a fait qu'une masse énorme de cet argent, particulièrement venant du Japon, je le répète, rentre dans ce marché, s'engouffre dans ce marché pour pouvoir obtenir des rendements tout à fait spectaculaires par rapport à ce que donne le yen, bien évidemment. Et si ça s'arrête, là, c'est tout le château de cartes qui s'effondre d'instantané. Donc, s'il dit d'une façon ou d'une autre, en termes très diplomatiques, qu'il y a anguille sous roche, je peux vous assurer que ce sera la panique instantanée. Et ce sera interprété comme la Fed admet que le système est en danger mortel, qu'on ne peut plus gérer la dette, qu'on ne peut plus continuer comme ça, qu'on va devoir donner des tours de vis épouvantables et que par conséquent toute l'économie va s'effondrer et on va retourner en 1929. Bon, si c'est ça, je peux vous assurer une chose, c'est que l'or ne va pas exploser de 10 à 15%, mais il va exploser de 15 à 30% en quelques semaines. C'est-à-dire... Aujourd'hui, le dollar est à 4200 $ l'once, pas le dollar. L'or, pardon, est à 4200 $ l'once. Eh bien, on va arriver très rapidement à 5000 $. Mais alors, très, 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 très vite, à 5000 $. Ce qui veut dire que le dollar va chuter, évidemment, énormément par rapport à l'euro. Et quelques mois plus tard, l'euro va suivre. Donc, il faut vous dire que, et ça, je tiens à le préciser, si le prix de l'or en dollars explose, le prix de l'or en euros ne va pas exploser de la même façon. Il va monter légèrement jusqu'au moment où l'euro va se rendre compte qu'ils sont en train de crouler eux aussi, parce que la panique qui va s'installer à Wall Street et surtout dans le secteur bancaire américain va évidemment se transposer en Europe quelques mois plus tard, et je peux vous assurer que l'or va flamber en euros, pas tout de suite à la Noël, mais probablement en février-mars de l'année 2026, si c'est cette hypothèse-là qui se réalise. Je rappelle que je suis en train de décrire des hypothèses de décision de Powell et de la façon dont il va le présenter. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça qui va se passer, soyons clairs. Il est tout à fait évident qu'à ce moment-là, ça va être une ruée vers l'or physique, mais surtout un effondrement de l'or papier. Alors pourquoi est-ce que c'est un effondrement de l'or papier? Parce que le système de l'or papier repose exactement sur le même système que les réserves fractionnaires des banques. Alors, comment fonctionne le système de la réserve fractionnaire? On sait que... alors, je reprends. L'or papier, c'est quoi? L'or papier, c'est un papier qui dit ce papier représente pour 1000 $ d'or réel que j'ai dans mon coffre. Bien. Donc, cher monsieur ou chère madame, si vous achetez ce papier, eh bien, vous avez des gros avantages parce que vous avez le même cours que l'or, vous ne devez pas payer de l'assurance, vous ne devez pas payer du stockage, vous ne devez pas payer du transport. C'est absolument magique, le papier remplace l'or.
Et donc l'or papier a connu énormément d'avantages parce qu'il y a plein d'idiots qui sont rentrés dans l'or papier. Je suis désolé de dire des idiots. Oui et non. Des spéculateurs qui ont compris et qui s'en sortiront bien. Mais monsieur et madame qui a acheté de l'or papier et qui dort dessus en disant c'est l'équivalent de l'or, je peux dormir avec le sommet des oreilles, eh bien un jour il va se réveiller en caleçon parce que son or papier ne vaudra plus un clou. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les sociétés qui émettent des certificats d'or papier ont bien compris qu'il n'y a que 5% des titulaires d'or papier qui demandent, à l'échéance de leur contrat, donnez-moi de l'or véritable. 95% dit ben, je renouvelle mon or papier. Voilà. Et comme ils font cela, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent 20 fois plus d'or papier qu'il n'y a d'or en réalité. On estime aujourd'hui qu'il y a entre 180 et 220 fois plus d'or papier existant dans le monde qu'il n'existe d'or réel dans le monde, y compris l'or qui est bloqué dans les coffres des banques centrales. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le système explose et que les gens ne font plus confiance au dollar, parce que l'expression d'une préoccupation quant à la stabilité financière, c'est dire le dollar est en train de mourir. Vous imaginez la panique que ça va représenter. Donc tout le monde va essayer de vendre ses dollars et ses avoirs en dollars tout de suite. Ça va faire littéralement écrouler la bourse et le dollar. L'or va exploser, mais tous les détenteurs d'or papier vont dire ah bon, je vais vite transformer mon papier en or réel. Et évidemment, il y a un petit peu de réserve, je vais en parler tout de suite dans le COMEX et le LBMA, mais ces réserves représentent au maximum 8% de tout l'or papier qui a été émis sur le marché. Donc vous imaginez un peu la cata, si seulement 10% des gens demandent de transformer leur papier en or réel, le marché s'effondre complètement, et là c'est la ruine absolue de énormément de banques. Et le premier qui a joué comme ça et qui est encore hyper exposé à ça, c'est JP Morgan, la plus grosse banque du monde, qui risque de se prendre une culotte, quelque chose de tellement énorme. Et si JP Morgan vacille, je peux vous assurer que 80% des banques mondiales vont faire faillite, parce que quand JP Morgan vacille, ça crée un tremblement de terre monstrueux dans toutes les autres banques. Et donc, voilà. Alors, donc, ruée vers l'or physique et effondrement de l'or papier. Du coup, toutes les pièces d'or, que ce soit dans les magasins, etc., ça, vont prendre une surcote de 15 à 20%, ça c'est tout à fait sûr aussi, et on va arriver à une situation de backwardation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situation de backwardation? Il y a dans le marché de l'argent, comme dans le marché des matières premières, comme dans le marché de l'or, partout, il y a un marché à terme et un marché dit spot. Le spot, ça veut dire immédiat. Si vous rentrez dans un magasin et vous donnez 1000 dollars ou 1000 euros contre des pièces d'or, vous êtes dans ce qu'on appelle, c'est un exemple de marché spot. Vous obtenez instantanément la contrepartie de votre argent en or. Mais dans la spéculation, il y a énormément de gens qui spéculent sur le fait que, par exemple, l'or va augmenter de prix, et donc ils vont faire ce qu'on appelle des ventes à découvert. Par exemple, je suis certain que l'or va monter, dans 6 mois il aura monté de X, donc qu'est-ce que je fais? J'achète par exemple 100 kilos d'or, donc 100 kilos, ça fait combien? Ça fait 10 millions, donc je dépense 10 millions, je mets 10 millions sur la table, et, enfin je ne mets pas sur la table, je dis à quelqu'un, eh bien, je vous vends l'or maintenant, vous me payez... non, pardon, je m'excuse, pas dessus. C'est l'inverse, évidemment. Je vends à découvert, ça veut dire que je vends aujourd'hui et je livre dans 6 mois. Donc c'est l'inverse. J'achète aujourd'hui et je vais livrer dans 6 mois. Donc je dis à mon acheteur, voilà, je vous vends de l'or que je vais vous livrer dans 6 mois, d'accord? Et vous me payerez
Oh là là, je suis en train de complètement dérailler. Excusez-moi, je dois revoir toute ma chose. Je suis fatigué là, je suis fatigué. Veuillez m'excuser. Donc, si j'achète à découvert, c'est ça, j'achète à découvert, ça veut dire que là, je mise, par exemple, à la baisse sur le dollar. Dans mon exemple, je devrais dire, je mise à la baisse sur le dollar. Si je suis certain que le dollar va baisser, je vends du dollar maintenant contre, par exemple, 10 millions d'euros, vous me payez 10 millions d'euros, et dans 6 mois, je vous les livre. Mais je vous les livre pourquoi? Mais parce que dans 6 mois, je vais acheter l'or à un prix moindre, et donc je vais payer nettement moins pour livrer l'or, mais j'aurais fait un bénéfice puisque je les aurais vendus 10 millions. La vente à découvert, c'est exactement l'inverse, évidemment. C'est je vends le dollar à terme, je l'achète aujourd'hui à un prix nettement inférieur parce que je suis certain que l'or va monter. J'achète aujourd'hui à un prix X et je le vends et je le livre pour plus tard. Voilà. Je m'excuse d'avoir été dans la confusion, c'est dans ma tête que je suis confus. Donc voilà. Donc, ce qu'on appelle le marché à terme est généralement plus cher que le marché spot. Pourquoi? Parce que si je fais une promesse de vente, ça veut dire que théoriquement je devrais avoir l'or, et donc par conséquent, je vais aussi payer des frais de stockage, je vais payer des frais d'assurance, je vais payer des frais de transport pour amener l'or chez mon client au moment où je dois le lui livrer. Et donc, par conséquent, le prix de l'or que je vends à terme, aujourd'hui, devrait être normalement un peu plus cher que le prix que je dois lui demander si je livre tout de suite. Eh bien, le backwardation, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le prix spot, le prix d'aujourd'hui, est plus cher que le prix futur. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique qu'on n'a plus la sécurité, la sûreté, qu'on n'est plus certain que la livraison pourra avoir lieu dans le futur. Donc je préfère payer même plus cher aujourd'hui pour avoir quelque chose dans mes mains, plutôt que d'avoir une livraison très incertaine dans 6 mois. Et si en plus je veux avoir l'actif réel dans mes mains, je suis prêt à payer encore plus cher. Si c'est pour faire de la spéculation, peut-être que je vais payer un peu moins cher, mais quand même, je n'ai pas confiance. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le marché de l'argent aujourd'hui est en backwardation depuis 3 semaines. C'est extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. On va en parler du marché de l'argent. C'est extrêmement inquiétant. Et le marché de l'or est en situation de backwardation de temps en temps, mais ça ne fait que s'accélérer. Il y a de plus en plus de situations de backwardation et qui durent de plus en plus longtemps. Des situations de 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs choses. Un, ça veut dire que les institutionnels vont se couvrir plus avec de l'or que dans le temps. Et deux, que les gens ont de moins en moins confiance dans l'argent et veulent donc de plus en plus se protéger en ayant du tangible dans les mains. Et donc, ça, c'est un signe très 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 important pour indiquer, voilà, on est tout proche de la crise, parce que s'il y a beaucoup d'institutionnels qui se couvrent de cette façon-là, c'est qu'ils prévoient une crise et ils essaient par tous les moyens de sauver les meubles, bien évidemment. Et autre chose que on sait qu'une décision de M. Powell disant je baisse le taux d'intérêt, mais j'ai quand même une préoccupation, eh bien c'est qu'automatiquement, toutes les mines, tout le monde va essayer de rester sur son stock, de le vendre le moins possible, et donc ça va incroyablement allonger les délais de livraison, ce qui à son tour va augmenter le prix. Et on rentre dans un cercle qui s'auto-alimente de cette façon-là. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 possibles décisions et leurs conséquences. Alors, quels sont les indices techniques qui peuvent nous faire dire qu'on est entré dans une situation de crise
et que, justement, c'est ça qui rend la chose difficile pour M. Powell. Mais le premier indice technique, c'est ce qu'on appelle le ratio or-argent. Le ratio or-argent dit simplement combien d'onces d'argent est-ce que je dois livrer pour avoir l'équivalent en prix de une once d'or. D'accord? Donc, 100 onces d'argent contre une once d'or, c'était le cas je vais revoir, en avril de cette année-ci. Donc, en avril de cette année-ci, il fallait, entre guillemets, donner 100 onces d'argent pour obtenir une once d'or. Aujourd'hui, il ne faut plus donner que 69 onces d'argent pour une once d'or, c'est-à-dire une baisse de 30%, 31%. C'est colossal. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je vais faire aussi un live à propos de l'argent. J'espère que ce ne sera pas trop tard, parce que la crise risque fort d'éclater juste après la nouvelle année. Eh bien, c'est que l'argent redevient une réserve de valeur et que, étant donné le phénomène que l'argent est depuis 3 semaines en constant backwardation, et ça c'est dû à plusieurs facteurs, entre autres un facteur de production qui a terriblement diminué et une hausse qui a explosé pour toutes sortes de raisons. Et donc par conséquent, le prix de l'argent a doublé en quelques semaines. Il est passé de presque de 36 dollars l'once à 87 dollars l'once en quelques semaines. On a rarement vu une augmentation au sein, mais on prévoit des hausses absolument spectaculaires de l'argent. Pourquoi? Mais parce que d'une part, les gens se disent aïe aïe aïe, on va bientôt plus avoir d'or disponible, donc je vais me jeter sur l'argent. Mais d'autre part, parce qu'il y a encore d'autres raisons techniques que j'expliquerai dans un autre live, pourquoi l'argent est en train de flamber aujourd'hui. Mais du coup, ça veut dire que ces deux choses se rapprochent. Alors, on sait, parce que dans le passé ça a été comme ça, quand il faut plus que 30 ou 40 onces d'argent pour acheter une once d'or, eh bien, on a fait les calculs depuis la nuit des temps. Quand 40 onces d'argent suffisent pour acheter une once d'or, eh bien, dans les 3 semaines qui viennent, c'est la crise totale. Et donc, il y a plusieurs exemples dans le monde et dans l'histoire de cela. Donc, c'est quand même un indicateur très, très important. Deuxième indicateur, c'est les stocks du COMEX et du LBMA. Alors, le COMEX, c'est quoi? Le COMEX, c'est une entreprise aux États-Unis, à New York, qui garde d'immenses stocks d'or et d'argent et de platine et toutes sortes de trucs. Pourquoi? Parce que ces stocks servent de garantie au contrat à terme. Je ne peux pas, moi, vous dire je vais vous livrer de l'or dans 6 mois si je n'ai pas au moins une fraction de cet or. Et cet or, je l'entrepose auprès du COMEX. Donc le COMEX, c'est un entrepôt qui contient de l'or. Or, qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, c'est qu'en octobre 2024, les réserves d'or du COMEX étaient de 82 millions d'onces d'or. Et en janvier 2025, 47 millions. Aujourd'hui, c'est à la moitié de 47 millions. Donc, c'est une baisse spectaculaire des stocks. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu énormément d'or qui a été transféré depuis la LBMA à Londres vers le COMEX en début d'année. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens qui font des contrats à terme, au lieu de renouveler ce contrat en spéculatif, disent non, 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 je veux que vous me livriez l'or. Et donc, du coup, c'est de nouveau la question de la réserve fractionnaire. Si 10% des détenteurs de contrats à terme exigent la livraison physique de l'or plutôt que règlement sous forme de papier, de dollars, vous comprenez bien que ça va terriblement diminuer les stocks. On voit avec horreur arriver le moment où le COMEX n'aura plus un seul kilo d'or dans ses stocks. Et si la tendance continue comme elle est maintenant, eh bien, ce sera fausse faite
pour le début du printemps 2026, c'est-à-dire aux alentours de mars 2026. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je peux vous assurer que si le COMEX est vide en or, eh bien, c'est la panique totale. L'or va exploser, mais absolument exploser. Et donc, tout le monde regarde avec énormément d'intérêt qu'est-ce qui se passe dans les coffres du COMEX. Pareillement, dans la LBMA. La LBMA, c'est le London Bullion Market Association, qui est encore le marché le plus important de fixation du prix de l'or. Je rappelle que la LBMA fixe le prix de l'or 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, puisque la volatilité de l'or est énorme, donc ce prix varie tout le temps. Évidemment, ce prix LBMA, c'est un prix entre professionnels, et au-delà de ce prix, bien évidemment, si vous achetez de l'or, vous n'aurez jamais le prix de la LBMA. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en disant « je ne comprends pas, le prix est bien plus haut que ce que je trouve sur Internet ». Ben oui, mais le prix LBMA, c'est le prix de la bourse. C'est comme si vous disiez je veux le prix du grain à la bourse de Chicago, chez Cargill. Vous n'aurez jamais ce prix de grain-là, parce qu'entre-temps, le grain, il a été transporté, il a été moulu, il a été transformé en farine, et puis il y a le pâtissier qui s'en est mêlé, etc. Et donc le prix de la farine chez le pâtissier est évidemment le double, voire le triple de ce que c'est que le prix chez Cargill à Chicago. Ici, le prix de LBMA, votre prix, ce sera quoi? Ben, ce sera le prix de la LBMA, plus la fabrication, donc le raffinage de l'or, donc le prix de la raffinerie, plus la marge du commerçant qui va s'ajouter à ça. Et ça, c'est le prix que vous allez véritablement payer. Donc il ne faut pas confondre le prix LBMA et le prix que vous achetez lorsque vous achetez de l'or. Il n'empêche que si vous regardez le graphique, eh bien, vous voyez que en 2021-2022, eh bien, les stocks de LBMA étaient de l'ordre de 9500 tonnes. Eh bien, aujourd'hui, c'est descendu à 2800 tonnes. Qu'est-ce que je raconte? Non, 8500 tonnes, pardon. Donc ça veut dire une baisse de près de 1000 tonnes. Il faut savoir que les coffres du COMEX se vident plus rapidement que la LBMA, parce que la LBMA travaille essentiellement un marché spot, c'est-à-dire un marché livraison directe de l'or, alors que le COMEX travaille essentiellement un marché à terme qui, de par ce phénomène de réserve fractionnaire, évidemment, va mouliner plus vite que celui de la LBMA. Il n'empêche que les stocks sont en train de descendre constamment, et donc là aussi, on observe un danger potentiel, c'est que un jour, il n'y aura plus d'or à vendre. Et je rappelle aussi que les mines d'or ne produisent plus autant que ce qu'elles pouvaient produire dans le temps, alors que la demande a considérablement monté. Et donc, on retrouve de nouveau ce phénomène de backwardation, mais cette fois-ci intermittent. À l'argent, maintenant, c'est permanent. Et un backwardation en or, c'est intermittent, c'est-à-dire que les prix spot sont parfois plus hauts que les prix à terme, ce qui est très étonnant et qui indique évidemment une perte de confiance dans l'argent, une perte de confiance dans le système et donc une précipitation sur une valeur refuge qui s'appelle l'or. Autre indice technique, c'est le prix du Shanghai Gold Exchange. Je rappelle que et la Russie et la Chine, la Russie très récemment, la Chine déjà depuis plus longtemps, ont créé une bourse de l'or, mais exclusivement de l'or physique, pas du tout de hors papier. Donc tout ce qui est ETF et hors papier ne rentre pas et n'est pas coté à la Shanghai Gold Exchange. La Chine a officiellement dit à ses habitants, à sa population, si vous voulez vous sentir mieux dans le futur, achetez de l'or, achetez de l'or. Donc les Chinois sont en train de se ruer sur l'or, ce qui fait que le prix de l'once d'or vendue à Shanghai est parfois 40 à 50 dollars supérieur au prix de l'once d'or au LBMA. Ce qui est important parce que les acheteurs chinois, tant les institutionnels que les privés, veulent de l'or tout de suite,
se méfie terriblement des livraisons futures, encore plus en Chine qu'ici. Et donc, il faut savoir que la demande privée et institutionnelle maintenant en Chine excède largement l'offre locale, ce qui évidemment fait monter les prix et qui fait quoi aussi? Ce qui fait qu'il y a une tendance que l'or bouge physiquement depuis l'Europe et les États-Unis vers la Chine pour avoir des prix encore supérieurs. Et donc vous comprenez que la rareté augmente dans les vieux continents à cause de cette fuite de l'or vers la Chine. Et on est en train d'assister, pas exactement de la même façon, parce que la Chine est un marché plus ouvert pour nous que la Russie qui est complètement fermée. Mais il faut savoir que la Russie a créé aussi une bourse de l'or à Saint-Pétersbourg qui ne cote que l'or physique et pas l'or papier. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'or papier est en train de se casser la figure, doucement, je suis d'accord, mais il y a de plus en plus de méfiance par rapport à l'or papier. Enfin, dernier indice technique, une anomalie, c'est qu'on voit ces dernières semaines que le prix de l'or monte, mais que les indices boursiers montent aussi. Alors ça, c'est pas logique. Quand les indices boursiers montent, normalement, l'or descend, et inversement. Pourquoi? Parce que je rappelle que l'or ne rapporte pas d'intérêt, alors que la bourse et les actions rapportent des intérêts. Donc si normalement les indices boursiers montent, ça veut dire que tout le monde a confiance dans la bourse et dans le fait de recevoir des dividendes. Normalement, on va se défaire plutôt de l'or qui ne rapporte pas d'intérêt. Or, ici, on voit que les deux sont en train de monter ensemble. Et ça, c'est un signe absolument sûr que les investisseurs institutionnels, donc ceux qui disposent de très gros capitaux et qui investissent dans les bourses et dans l'or, eh bien, les investisseurs institutionnels sont en train de changer la composition de leur portefeuille et augmentent significativement l'allocation en or dans leur portefeuille, alors que même ils continuent à acheter des actions, même si ces actions, et surtout si ces actions sont en hausse. Et donc, par conséquent, c'est une indication que les institutionnels se méfient du crash imminent. On voit très très bien que l'or augmente et les indices boursiers ont augmenté aussi. Tous ces indices techniques sont autant de pointeurs, autant d'indicateurs qui nous font comprendre qu'on est proche d'un crash et que, quelle que soit la décision de Jérôme Powell, eh bien, on se méfie quand même beaucoup. Alors, dernière chose, est-ce que l'or peut encore monter? Alors, je vais vous dire oui, l'or peut encore monter. Pourquoi? Eh bien, parce que particulièrement aux États-Unis et un peu partout en Europe encore, et ça m'étonne de façon, vraiment, ça me stupéfie, c'est que les conseillers financiers, tous les conseillers, les investisseurs, conseillent de garder seulement 5% du portefeuille en or. D'accord? Vous avez 2 millions, 3 millions, eh bien, mettez 5% de 2 millions, ça fait 100 000 euros. Mettez 100 000 euros dans de l'or. Bon, vous achetez 1 kilo d'or, et puis c'est très bien comme ça. Les gens ne se rendent absolument pas compte de ce qui est en train de se passer. Et donc, ça veut dire que le jour où le crash va arriver, le jour où on va voir que la bourse est en train de chuter, qu'on voit que les obligations, le marché obligataire est en train de se casser la figure, eh bien, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, évidemment, il y a énormément d'investisseurs qui auront le bon réflexe, peut-être un peu trop tard, mais le bon réflexe quand même, de dire, bon, ben voilà, je vais augmenter mon allocation en or, je vais passer à 10 ou 15%. Aujourd'hui, statistiquement, je crois qu'on est passé de à peu près 5% à 5% et demi d'allocation moyenne dans les portefeuilles européens et américains. Donc ça veut dire que si on passe à 10%, ben c'est très simple. D'un seul coup, l'or va doubler de prix, parce que l'or, il n'y en a pas des masses, et donc c'est clair que l'or va instantanément augmenter de prix, ça c'est sûr. Et donc c'est très curieux que, comme en 1929 d'ailleurs, hein, on a vu exactement les mêmes phénomènes en 1929, il n'y a personne qui a cru que la bourse pourrait sauter, etc., donc on ne se méfie pas. Eh bien, ceux qui auront de l'or vont évidemment jubiler, parce que eux, ça va aller très bien. Alors, si on prend un peu l'histoire et les cours de l'once en dollars courants, ben,
on voit que dans la petite lucarne verte que vous voyez là, quand M. Nixon a levé la convertibilité du dollar en or, l'or était à ce moment-là coté 42,22, oui, je crois 42,22 dollars l'once. En moins de 9 ans, l'or est passé de 42 à 660 et des pourcents d'or, c'est-à-dire une envolée de fois 15. Donc ça veut dire que le prix de l'or s'est multiplié de fois 15. Donc aujourd'hui, l'or est à 4200, il a déjà fait une progression de presque 100% en un an et demi. Eh bien, tout le monde est bien d'accord pour dire que si on a dans... Allez, je vais le dire comme ceci. Si on prend la troisième hypothèse, c'est-à-dire que M. Powell baisse les taux, mais émet des doutes quant à la stabilité, stabilité monétaire du pays, on va voir une multiplication du prix de l'or x5 sans trop grande difficulté, c'est-à-dire qu'on va arriver à 20 000 dollars l'once en moins de 4 ans. Si c'est la deuxième possibilité, on va voir le prix de l'or monter aux alentours de 10 000 dollars en 4-5 ans. Si c'est la première possibilité, juste 0,25%, sans commentaire ni quoi que ce soit, ça va être beaucoup plus lent. Ça va encore monter, bien évidemment, mais la hausse de l'or va être plus lente. Voilà. Mais donc, il faut savoir que la possibilité que ça soit très lent, parmi les 3 options que je présente, est pour moi l'option la moins plausible. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation de hyperinflation et hyperdette et que cette situation ne va pas encore pouvoir perdurer 5, 6, 10 ans. Ça n'est absolument pas envisageable ni possible. Et donc, par conséquent, le crash va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et beaucoup de voix qui disent que c'est pour 2026, début 2026, ce sera le crash. Donc, c'est assez symbolique ce que je vous montre de 71 à 80. Ça risque d'aller encore plus vite aujourd'hui, mais on a déjà des exemples de ce type-là. À telle enseigne que l'inflation aux États-Unis, M. Volcker, qui était à l'époque président-gouverneur de la Fed, a dû monter les taux directeurs, tenez-vous bien, à 20%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a monté les taux directeurs jusqu'à 20% pour juguler l'inflation. Ça a été un massacre absolument incroyable. Et donc, on risque d'arriver dans les mêmes types de situations avec l'inflation et les dettes qui en sont la cause, bien évidemment. Donc, si l'histoire se répète, on a calculé que quand l'inflation atteindra 5%, et elle va atteindre 5%, malgré tous les efforts de la FED et de la BCE, à cause d'une dette abyssale et parfaitement ingérable, eh bien, l'or va devoir monter entre 10 000 et 20 000 dollars l'once dans les 3 ans à venir. Donc, est-ce que c'est encore le moment d'acheter de l'or? Vous avez la réponse sous les yeux. C'est évident que acheter de l'or est encore une très, 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 très bonne opération, même au prix d'aujourd'hui. Et bien évidemment, si Trump va réellement, comme je l'ai dit dans un live précédent, va réellement, officiellement, réévaluer l'or à 20 000 dollars pour juguler le problème de la dette américaine, eh bien, c'est clair qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup plus vite que dans les 3 ans à venir que l'or va atteindre 10 000, 20 000 dollars. Donc 10 000, 20 000 dollars, ça veut dire que l'or en euros va être à 8 000, 9 000 dollars sans trop de difficultés, très rapidement. Donc minimum un doublement du prix dans les 2-3 ans à venir. Voilà la prédiction de François Van Can qu'il a évidemment été les chercher en se renseignant à une dizaine de sources différentes. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je voudrais faire une première conclusion. Les fondamentaux de l'économie, vous ne pouvez pas vivre indéfiniment à crédit. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas imprimer de la prospérité. C'est ce qu'on fait pour l'instant. On imprime du billet. On ne peut pas imprimer de la prospérité. Ça ne marchera pas.
Et vous ne pouvez pas éternellement violer les contraintes budgétaires. Il n'y a rien à faire. Un actif doit être égal à un passif. Si vous avez beaucoup d'actifs, vous devez avoir beaucoup de passifs. Si vous n'avez que du passif et pas d'actifs, eh bien vous crevez la gueule ouverte. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et donc voilà. Alors pour vous remettre un petit peu du baume au cœur, quand faut-il acheter et vendre son or, ou bien est-ce le bon moment pour en vendre? Je voudrais simplement vous rappeler un certain nombre de choses. L'or est un actif intangible dont la valeur est universellement reconnue. Quelle heure il est? Oh, c'est pas vrai, j'ai de nouveau dépassé l'heure. Je suis incorrigible. Un actif intangible dont la valeur est universellement reconnue depuis la nuit des temps. C'est la seule valeur qui n'a pas besoin de contrepartie. L'or a de la valeur en soi, et c'est pour ça que c'est la réserve de valeur ultime, et donc c'est la meilleure protection contre l'inflation et la crise. Attention, pas éternellement, mais quand il y a une crise, c'est une extraordinaire protection. Alors, je voudrais encore montrer simplement quelque chose. C'est, depuis la création de l'euro, voici la courbe du cours de l'or. Donc vous voyez que le prix de l'or a augmenté, mais en soi, ça ne dit pas grand-chose, très honnêtement. Bon, on voit que ça monte, et surtout que ça a monté pratiquement verticalement depuis 2024. Bon. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se dire, ok, si j'ai 1000 euros, combien d'onces d'or est-ce que je peux acheter avec 1000 euros en l'an 2000, en l'an 2001, 2003, 2024, etc., etc. Et là, on va voir que ça devient très intéressant. Combien de grammes d'or est-ce que je pouvais acheter pour 1000 euros le 5 août 1999, donc juste 6 mois avant l'arrivée de l'euro pour les particuliers, je rappelle qu'avant ça, il y avait l'écu, d'accord? Eh bien, vous pouviez acheter 131 grammes d'or pour 1000 euros. Aujourd'hui, avec vos 1000 euros, au 20 novembre 2025, vous ne pouviez acheter que 8,67 grammes. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire que la valeur de l'euro, le pouvoir d'achat, parce que c'est ça que je suis en train de parler. Quand je dis combien de grammes d'or est-ce que je peux acheter pour 1000 euros, c'est comme si je vous disais combien de chaises cannelées je peux acheter pour 1000 euros, ou combien de bagnoles je peux acheter pour 1000 euros, ou combien de pommes de terre, ou combien de légumes, ou de steaks je peux acheter pour 1000 euros. J'achète pour 1000 euros une marchandise, et l'or est une marchandise. Donc, je pouvais acheter 131 grammes d'or le 5 août 1999 avec 1000 euros, je ne peux plus acheter que 8,77 grammes d'or. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente une baisse de pouvoir d'achat de l'euro de 93%. Je trouve ce graphique absolument génial. C'est la source de Nicolas Delourme. Je tiens à le remercier pour cela. C'est absolument prodigieux, c'est extraordinaire. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez acheter plus que 7% de ce que vous pouviez acheter en 2000 avec le même euro. C'est incroyable. Et le pire, c'est qu'on est taxé. Regardez, si vous avez de l'or et vous l'achetez aujourd'hui, vous le revendez dans 2 mois. Et imaginons que vous avez fait une plus-value. Ben, la plus-value, c'est rien d'autre que quoi? C'est acté que le dollar, que le pouvoir d'achat de l'euro a encore baissé. Eh bien, vous êtes taxé dessus, sur cette plus-value. Vous êtes taxé sur un euro qui était plus cher quand vous avez acheté l'or que quand vous le revendez. Eh bien, vous êtes taxé encore en plus là-dessus. C'est proprement scandaleux. Et donc, c'est ça qui est invraisemblable, c'est qu'on nous dit, oui, mais vous allez faire une plus-value. Non, il ne faut pas calculer en euros, il faut calculer en pouvoir d'achat. C'est pour ça que c'est très intéressant ce graphique, parce que ça vous donne une indication très très claire de ce que c'est que le pouvoir d'achat et la perte de pouvoir d'achat. 93% de perte de pouvoir d'achat en 25 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Donc, la conclusion de la conclusion, c'est, mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, la crise est là.
elle est latente, elle est insidieuse, elle est invisible peut-être encore, peut-être pas pour certains initiés, mais pour la plupart des gens, il y a, bon, ok, le président nous emmerde, mais bon, c'est pas vraiment une crise. Si, la crise est déjà là. Je peux vous dire seulement une chose, ceux qui auront de l'or ou de l'argent et des pierres précieuses s'en sortiront sans aucun problème. Vous vous souvenez qu'on avait fait une opération, où est-ce qu'elle est ma pièce? Ici. On avait fait une opération dans le temps de vente de pièces d'argent pour AH 2020. D'accord? Voilà, ici, vous la voyez, la pièce, dans ce petit emballage, une belle pièce comme ça. Et elle était vendue 100 €, ce qui était évidemment nettement plus cher que la valeur du métal qu'il y a dedans. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, ce que vous avez acheté, eh bien, un marchand va vous l'acheter à peu près à ce prix-là. Mais gardez-la pour les crises. On vous a dit toujours gardez ces pièces pour la crise. Et je vous jure qu'avec une seule pièce, vous allez nourrir votre famille pendant une semaine avec une seule pièce. Eh bien, c'est en train de se réaliser. Parce qu'on s'attend à ce que l'once d'argent monte à 100, 200, voire 400 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est énorme. Et évidemment, l'once d'or va partir à 10 000 €. Hein, voilà. Donc, c'est incroyable. Donc, ceux qui auront des euros, que des euros ou des dollars, moi je vous garantis, ils seront laminés. C'est ce qui s'est passé en 1929. Ceux qui gardent de l'argent sur un compte aujourd'hui sont complètement siphonnés. Ils ne gardez en euros que ce dont vous avez besoin pour vivre au jour le jour. Et le reste, fouillez, mes amis, fouillez, mettez-le dans quelque chose de tangible qui a de la valeur et qui garde sa valeur. Et encore dernièrement, quelqu'un qui m'a dit, si j'achète une voiture de collection, est-ce que c'est un bon investissement? Oui, bien évidemment, si vous êtes capable d'attendre que les prix des voitures de collection vont remonter, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a une crise, eh bien, le nombre d'acheteurs de voitures de collection va diminuer. Donc, par conséquent, les prix vont diminuer aussi. Mais si vous êtes capable de maintenir et d'attendre jusqu'à la fin de la crise que ça remonte, oui, c'est un excellent investissement. Le vieux whisky est un excellent investissement. Les œuvres d'art sont d'excellents investissements. L'or, l'argent, les pierres précieuses sont d'excellents investissements. Mais ne restez pas dans de l'euro. Voilà. Alors, je voulais vous remercier vraiment sincèrement de m'avoir suivi et d'être aussi loyaux. On est à la fin de l'année. Je voudrais vous souhaiter un excellent joyeux Noël. Et Claudie, mon épouse, se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël et une très très bonne année 2026, et avec beaucoup d'anticipation, hein, parce qu'on n'est jamais que le 10. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais tout simplement parce que la prochaine émission ne pourra pas se faire le 24 décembre, parce que le 24 décembre, c'est la préparation de Noël. Donc je suis vraiment désolé, mais je ne ferai pas d'émission le 24 décembre. Je ne ferai pas d'émission non plus le 1er janvier ou le 30 décembre, parce que c'est la Saint-Sylvestre. Donc la prochaine émission est reportée au 7 janvier 2026, qu'on se le dise. Et donc je tiens à vous remercier et vous dire un excellent Noël, bonne année 2026. Merci à vous, je vous aime et évidemment vos commentaires sont toujours les bienvenus. Au revoir.